T'es-tu déjà demandé ce qu'il reste du Titanic de nos jours? Si tu ne vis pas dans une grotte, tu sais probablement que cela fait plus de 100 ans que le navire, le plus célèbre du monde, est devenu une épave. Le RMS Titanic, le plus grand paquebot du monde au début des années 1900, a coulé lors de son voyage inaugural, quelques jours seulement après avoir quitté le port. Le navire a heurté un iceberg le 14 avril 1912, emportant plus de 1500 passagers sur les plus de 2200 qui se trouvaient à bord du navire à ce moment-là. Même si cela peut paraître choquant, le Titanic a été construit en 3 ans et a coulé en 3 heures seulement, sachant que de nos jours, la construction du navire aurait coûté plus de 210 millions de dollars. Il a été vu pour la dernière fois à la surface de l'Atlantique à 2h20 du matin. Et pendant plusieurs décennies, c'est la dernière fois que les gens l'ont vu. Ce n'est qu'en 1985 que l'océanographe Robert Ballard a découvert l'endroit où se trouvait l'épave du navire. Et certaines parties du Titanic sont redevenues visibles. L'une des premières découvertes faites par l'expédition de Ballard est que le bateau a effectivement été coupé en deux avant de couler. Les premières missions d'exploration de la partie du fond de l'océan où repose aujourd'hui le Titanic ne permettaient de voir que la coque et le pont du navire. Selon Ballard, le principal objectif de ces missions était de comprendre comment préserver les ruines de la détérioration. Un autre objectif était de récupérer les très nombreux objets personnels éparpillés au fond de l'océan. L'explorateur a ensuite déclaré que la vue du fond était aussi choquante qu'émouvante. Dans le champ de débris qui entourait l'épave, l'océanographe a découvert une multitude de petits objets et d'effets personnels, dont beaucoup ont été ramenés à la surface. Il y avait des chaussures, certaines plus chics que d'autres. Il y avait des morceaux de vêtements qui appartenaient à des membres de l'équipage. Il y avait d'énormes hélices. Si à la surface elles brillaient et resplendissaient, au fond de l'océan, elles étaient enfuies et dévorées par le sable. Ballard a souligné que la zone où les ustensiles de cuisine étaient éparpillés mesurait plus d'1,5 km de long. Il y avait assez d'assiettes, de casseroles et de poêles pour remplir une cuisine industrielle entière. Pour la toute première fois, des séquences d'animation en 3D révèlent des images passionnantes. Les simulations montrent l'évolution du Titanic depuis son premier départ en 1912 jusqu'à l'état de son épave aujourd'hui. Mais les simulations n'étaient pas suffisantes pour le goût de James Cameron, amoureux des profondeurs, qui envisageait de se rendre au cœur de l'épave pour la toute première fois dans l'histoire du navire. Oui, le même James Cameron qui a réalisé le très célèbre film sur le navire. Il a ainsi plongé 33 fois pour visiter l'épave du Titanic. Voici un petit détail amusant. Le réalisateur affirme que sa véritable passion a toujours été l'océan et que depuis qu'il était enfant, il voulait étudier la mer. Le cinéma, disons, est devenu son travail de tous les jours. Et lorsque la possibilité de réaliser Titanic s'est présentée, il a dit oui juste pour pouvoir aller voir les restes du navire en personne. Revenons maintenant à l'épave. Selon James Cameron, il ne suffisait pas pour les chercheurs d'accéder uniquement à l'extérieur du navire. Ils devaient aller à l'intérieur, analyser et photographier ce qui restait des fastueux intérieurs de l'ancien plus grand paquebot du monde. Cameron a piloté un véhicule robotisé équipé de caméras super innovant pour l'époque. Il l'a aidé à révéler des espaces du Titanic que personne n'avait jamais vus auparavant. Depuis que le navire a touché le fond, les bains turcs par exemple avaient encore leurs murs carrelés pratiquement intacts. Ces bains étaient exclusivement destinés aux passagers de première classe. Ils étaient situés juste à côté de la piscine et de la salle à manger de 3e classe et étaient conçus dans un style mauresque. Les personnes qui se reposaient là disposaient de délicieuses couvertures chauffantes et avaient des saveurs à disposition pour leur apporter tout ce dont elles avaient besoin. Si les photos prises avant la catastrophe étaient étonnantes, elles le sont encore plus aujourd'hui, car tout ce que l'on voit est caché sous la surface de l'eau. Autre découverte impressionnante, le mât du navire. Si l'on regarde le Titanic dans sa splendeur d'avant le naufrage, c'est le mât qui attire le plus l'attention. Situé à l'avant de l'énorme navire, le mât retenait les câbles de transmission du système Marconi, un système de télégraphie sans fil. C'est aussi là que se trouvait le drapeau marchand britannique arboré par le Titanic. Le mât s'élevait à un peu plus de 30 mètres de hauteur et était équipé d'un nid de pie. Aujourd'hui, le mât est méconnaissable. Attaqué par la corrosion, il s'est effondré. Le nid de pie s'est également brisé. On comprend pourquoi le Titanic des temps modernes est un véritable trésor pour les explorateurs des eaux profondes. Mais comme l'épave du navire repose à une profondeur approximative de 3800 mètres, la lumière du soleil est inexistante à cet endroit. Les missions pilotées ont donc absolument besoin d'un équipement technologique de pointe pour explorer la zone. Pourquoi penses-tu que le Titanic a disparu des yeux du public pendant plus de 70 ans ? Eh bien, parce qu'à l'époque,
La technologie n'était pas assez avancée pour que les gens puissent descendre sur place et ramener de bonnes images de l'épave. Ce sont les cinéastes qui ont poussé cette technologie à son paroxysme en essayant de filmer sous l'eau. Ils ont commencé par construire des boîtes pour y mettre leurs caméras. Aujourd'hui, la photographie en eau profonde est très avancée et nous permet de nous émerveiller devant la beauté de la vie sous-marine. Bien sûr, prendre des photos sous la mer n'est pas une mince affaire. Tout d'abord, pour résister à cette énorme pression, les sous-marins doivent être très solides et avoir des parois épaisses, pas moins de 30 cm. De plus, les explorateurs doivent savoir comment filmer et photographier lorsqu'il n'y a presque pas de lumière. Il y a un autre élément qui a rendu la capture du Titanic encore plus difficile. Lorsque l'épave du navire a été redécouverte par les scientifiques, elle était couverte de bactéries rouillées de couleur rouge qui rendaient encore plus difficile la prise de bonnes photos. Il se trouve que la couleur rouge ne se reflète pas bien sous l'eau, ce qui est un souci pour les photographes. C'est pourquoi les véhicules à propulsion humaine qui descendent visiter les vestiges sont équipés de puissants dispositifs d'éclairage. Lorsque l'on voit certaines parties du navire de loin, on a l'impression que la cire brun rougeâtre a coulé sur les ruines du Titanic. Mais en réalité, ces structures en forme de glaçons sont des colonies de micro-organismes. Lorsque le navire a coulé, il a entraîné avec lui une énorme quantité de bactéries qui n'existaient pas auparavant au fond de l'océan. Mais maintenant, ces bactéries associées aux conditions extrêmes du fond de l'océan se sont transformées en une combinaison désastreuse pour les vestiges du navire. Ces colonies rouges de micro-organismes se nourrissent en fait de fer et d'acier, qui est en fait tout ce qui reste du Titanic. L'un des types de ces micro-organismes est une bactérie appelée Halomonas titanica. Elles peuvent manger jusqu'à 100 kg de fer par jour. Cela fait du Titanic une source de nourriture colossale pour elles. Il y a eu beaucoup de spéculations concernant l'espérance de vie de l'épave du navire après que les chercheurs ont découvert cette rouille bizarre. Mais selon Cameron et son équipe de recherche, le Titanic ne va pas disparaître de sitôt. Lors d'une des dernières expéditions sur l'épave, un véhicule piloté a été financé pour identifier spécifiquement une cabine de luxe. Elle appartenait à un passager très important, Sir Benjamin Guggenheim. Oui, comme le musée, Guggenheim était le fils d'un magnat de l'industrie minière et un membre de l'élite qui a embarqué sur le voyage transatlantique du Titanic. Né à Philadelphie, Guggenheim rentrait chez lui aux États-Unis. Mais comme nous le savons tous, il n'a jamais atteint sa destination finale. Pour un prix allant de 400 à 800 livres en 1912, soit l'équivalent de 84 000 livres de nos jours, on pouvait réserver un logement appelé cabine de luxe. Les cabines du Titanic étaient les chambres de première classe les plus luxueuses. Elles étaient situées sur les ponts B ou C et étaient décorées dans plus de 11 styles différents, allant du jacobéen au géorgien en passant par la Renaissance italienne. Et la liste est longue. Ces chambres étaient remplies de boiseries et de marqueteries, sculptées dans des essences de bois exotiques et rares, comme l'acajou, le chêne, etc. Guggenheim occupait l'une de ces cabines ultra-luxueuses. 100 ans plus tard, l'un de ses descendants a financé une mission entière dans le seul but de localiser la cabine exacte où l'homme a séjourné. Cette expédition est devenue un documentaire pour National Geographic. Et oui, ils ont réussi à identifier la cabine de luxe de Guggenheim. Alors bravo à eux.